On avait mis une enchère sur celle-ci, mais elle s'est vendue un peu plus cher. À la place, on a celle-là, qui s'est vendue pour elle est beaucoup moins chère. C'est peut-être bien une merguez, on verra. Ceux qui ont suivi les 3 épisodes au Japon publiés l'an dernier connaissent déjà cette Honda Beat jaune. Voilà enfin le premier épisode de sa rénovation qui commence peu après mon arrivée sur l'archipel pour tenter de la préparer à son plus grand voyage. À 900 €, on s'attendait évidemment pas à un exemplaire en état concours et elle l'était pas, mais on aurait pu aussi se retrouver avec bien pire à remettre en état. Pour le moment, l'urgence était de réussir à la faire tourner correctement parce que les premiers essais ont révélé un petit souci de richesse. On peut dire que les voisins étaient au courant, la bite est là. D'ailleurs, ils sont venus voir qui tirait au fusil à pompe en pleine rue, la bite. J'ai commencé par remplacer le distributeur et le doigt d'allumage sans oublier les bougies complètement charbonnées. Niveau accessibilité, ça a pas l'air génial sur ces images et c'est le cas, mais c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de retirer les fixations arrière de la capote pour si peu. Ça peut expliquer les explosions notamment. Oui, parce qu'ils l'ont pas vu, mais oui, quand on l'a bougé, elle nous aurait. On aurait dit une cobra mal démarrée. Comment ça a pu rester aussi humide? Tu vois l'alternateur, la tronche qu'il a. Bon. Fais-la tourner à la clé. Je donne la clé. Juste pour entendre comment ça se passe, ouais. Pas de bruit. Ouais, pour moi. Bon, on peut faire le test de compression, mais je suis pas trop inquiet à ce niveau. Ouais. Et effectivement, les mesures ont confirmé que le moteur était plutôt en forme, contrairement à ce que son aspect pouvait laisser craindre. Après avoir remplacé les pièces listées plus tôt, on est allé filmer quelques scènes que vous avez vues l'an passé. Elles tournaient mieux, mais évidemment avec un régulateur de pression d'essence complètement pourri, c'était loin d'être parfait. Flavien en a commandé un neuf et comme je suis lâchement retourné en France entre temps, Au revoir la bite. c'est lui qui s'est occupé du remplacement, en prévision de son transport maritime. Alors, Eddie est parti. C'est donc à moi de m'occuper de sa petite bite jaune. Vous pouvez voir l'état du truc, c'est pas la joie. Et c'est probablement la raison pour laquelle elle se traîne. Remplacée par celle-ci, qui donc, je viens de m'en apercevoir maintenant, n'est pas orientée dans le bon sens. À part ça, ça a l'air d'être à peu près similaire. Dans un premier temps, on va essayer de mettre un tournevis qui fait pile poil la taille. Je dirais que ça fonctionne. Voilà, il est sorti. Alors, il va falloir le remettre. Comme je disais, il y a bien un joint. Ok, bon. C'est remonté. Donc surtout n'oubliez pas, hein, si jamais vous entendez parler d'un bateau qui prend feu au milieu de l'océan, ça va être quoi, Pacifique, Indien, avec des voitures dedans et tout ça, c'est la faute d'Eddie, pour m'avoir fait confiance à toucher à sa caisse. Bon. Ben voilà, première victoire. Je vais la laisser chauffer un petit peu, même si ça ne sera pas visible ici, parce qu'apparemment le sensor est déconnecté. On ralentit vraiment plus doux, beaucoup plus doux. Et elle a plus cette odeur d'essence de fou qu'elle avait jusqu'à présent. Est-ce qu'elle a repris un petit peu de poil de la bite, notre poil de la bête? Alors... mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, ça reste une bagnole lente, hein, mais c'est beaucoup mieux. Et surprenamment, les suspensions sont plutôt bonnes dedans. En général, on les récupère toujours avec des suspensions de merde. C'est pas du tout le cas ici. Bref, tout est pas mal. Bon, il devrait partir d'ici quelques semaines. Petite question purement grammaticale avant de se quitter. Eddie s'écrivant avec un H. Est-ce qu'on parle de la bite d'Eddie ou la bite de Eddie? Et le premier qui répond la bite à Eddie, il se prend une bifle internationale virtuelle de ma part. Voilà. La suite se passe dans les entrailles du OEG Berlin qui transportera notre Honda durant plus d'1 mois jusqu'au Havre. On profite du fait que la voiture soit roulante pour organiser un transport dit RoRo, soit Roll-in, Roll-out, à opposer au transport en conteneur qui est nettement plus cher et plus compliqué à organiser.
Je vous cache pas que c'est une phase qui nécessite pas mal de patience, mais j'ai pris un plaisir coupable à suivre l'avancée du transport plus ou moins en direct. Je peux donc vous confirmer que 13 nœuds c'est peu, et que ces bateaux se traînent la bite. Avance rapide de quelques semaines, le détroit de Gibraltar est passé et une paire de jours plus tard, la voiture est débarquée. D'ailleurs, ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous qui ont un fameux sens de l'observation. Pour la suite, j'ai opté pour la solution de facilité en faisant appel à un mandataire qui s'est occupé du dédouanement et du transport. Et on a confirmation que la bite n'est pas adaptée à tous les gabarits. Bonjour la bite. Rebonjour la bite. C'est parti pour le petit trajet pour retourner à la maison. Ça y est, on va pouvoir faire les présentations en bonne et due forme cette fois. La Honda Beat s'est vendue entre 91 et 96. Initialement dessinée et conçue par Pininfarina, elle était exclusivement destinée au marché japonais, d'où les caractéristiques qui la font entrer dans la catégorie des kei cars. Moins de 3,30 m de long, 1,40 m de large et un moteur sous les 660 cm3. Et compte tenu du marché de niche dans lequel elle évoluait, on peut considérer que ça a été un succès puisqu'elle s'est vendue à plus de 30 000 exemplaires. Bon, c'était bien qu'elle soit arrivée, mais il y avait encore une question qui devait vous brûler les lèvres. Est-ce que la casquette était toujours dedans ? Superbe casquette jaune. On peut de nouveau réveiller les 64 valeureux poneys pour un dernier petit tour avant de la remiser en vue des travaux de mécanique dont elle a bien besoin. Une nouvelle aventure commence. Avec ma bite. Je vous promets que c'est la dernière fois. Avant de s'attaquer au gros du projet, je dois vous montrer un truc que j'ai mis du temps à marquer, mais ça mérite d'être vu. Sur le capot arrière, il y avait un film transparent dont j'avais pas compris l'utilité jusqu'à ce que je remarque qu'en dessous, il y avait un dessin caricatural avec un message en caractère japonais. L'épouse de Flavien a bien voulu nous traduire ça. Muratada means it's or I'm Murata. Chintama means balls and with a heart. That's it. I don't know. I don't understand either. It's really old Japanese gag. I even don't know it's too old. Ça a l'air d'un gars qui s'appelle Muratada. En dessous, il a écrit testicule et avec un petit cœur. Il s'est avéré que Monsieur Muratada, c'est le précédent propriétaire de la voiture qui malheureusement n'a pas répondu à mes sollicitations. Après, on va simplement dire que je me suis laissé déborder par le nombre de merguez. Et ce matin-là, je me suis dit que tiens, pour changer un peu, on pourrait découvrir la bite. Je sais pas depuis combien de temps elle est là-dessous. C'est pas la meilleure façon de stocker une japonaise. Midship Amusement. Ça se traduit quand même pas très bien pour moi. J'imagine que c'est pour dire que le moteur est central, mais je suis moyennement convaincu par la terminologie. Bon, évidemment, elle a continué à rouiller un petit peu là. On va être bon pour remplacer un petit bout de tôle. J'imagine que la batterie est à plat. Non, même pas. Une merveille cette voiture. Là, je pourrais dire que je l'aurais décapotée une fois avant de la démonter. Et vous comprenez bien que j'ai pas résisté à l'envie de faire quelques centaines de mètres avec comme ça avant de la mettre en situation. Il me fait toujours une joie d'utiliser ce pont élévateur, même s'il est un petit peu délicat à mettre en place parce que tout de suite, le suspense redouble d'intensité. La voiture va-t-elle basculer dans le vide à la moitié de la course de levée? Est-ce qu'il va enfin se ramasser une voiture sur la tronche? Forcément, pour soulever aussi léger, on peut pas dire qu'il peine beaucoup. Il est temps de tester la solidité du pont. Je sais que ça en inquiète beaucoup, mais il a fait ses preuves. Il a entre 40 et 50 ans maintenant. Maintenant qu'elle est levée, on va pouvoir faire un petit peu le tour de ce qu'il y a en dessous. À savoir les bonnes surprises.
avec l'absence de corrosion perforante. Il semblerait, hein. Faut ensuite regarder plus en détail, mais ce que j'ai vu ne m'effraie pas en tout cas. C'est plutôt très propre pour une bite. Ça c'est le pire qu'on puisse trouver, ouais. C'est plus de l'érosion suivie de corrosion qu'un truc qui part de l'intérieur et qui est en général le pire. Mais dans le rang des bonnes surprises, il y a aussi des pièces perf, si on peut appeler ça comme ça. Donc barre anti-roulis avant majoré, bracing avant. À l'arrière, on a un silencieux inox. Il me semblait bien hein, qu'elle était relativement bruyante. Bracing arrière, la barre qu'on voit là. Barre anti-roulis arrière. Je sais pas s'il y en a une d'origine ou pas. Alors là, évidemment, bon ça on l'a vu, elle a les jantes NK que j'aime pas trop. Le style carré. Le moteur lui est pas mal corrodé, tout l'alu est très piqué. J'ai vu aussi qu'on avait un soufflet de cardan arraché ici. Les autres vont pas tarder à suivre, ils sont également craquelés, mais pas encore percés. Ouais, ça ne saurait tarder effectivement. Sinon rien, je devrais juste me familiariser avec le montage de ce moteur pour voir comment le déposer. Et oui, on va oublier la chèvre ici. Le moteur est en position centrale arrière, orienté transversalement. C'est le moment de remarquer que la bite est une sorte de demi-NSX, y compris sur le nombre de cylindres d'ailleurs. Parce que oui, on va descendre toute la mécanique pour lever une inconnue dont l'issue peut être dramatique si ignorée, la distribution. Comme souvent avec une voiture achetée aux enchères, on n'a pas d'historique, donc on reprend tout à zéro. Il s'avère que malgré sa taille ridicule, ce moteur ne rend pas l'opération facile. Accessibilité nulle, contrairement à ma MGF qui était aussi en moteur central pourtant. Évidemment, on va en profiter pour rentabiliser la sortie avec d'autres opérations mécaniques. Les raccords que je suis en train de défaire, c'est ceux de la clim, parce que, oui, ce cabriolet de 1992, mu par un 660 cm3, dispose de la climatisation. J'espère que vous appréciez ce moment de silence en pleine nature. Vous en faites pas, je reviendrai bien assez tôt quand il faudra expliquer ce qui mérite de l'être. Par exemple le fait que là je démonte les étriers de frein parce que j'ai décidé que les trains allaient descendre en même temps que le berceau arrière et le moteur.
remet momentanément en place la vis du support moteur avant, parce que ce sera bientôt la seule chose qu'il retiendra à l'exception du berceau arrière. Je parlais du berceau arrière, on va maintenant débloquer ces vis. Il va être temps de reposer la voiture au sol pour pouvoir laisser tout ça par terre en la levant ensuite. T'as pas fait de bêtises. Tu m'as beaucoup aidé, toi. Voilà. A pu. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de place. Parce que c'est massivement condamné par le réservoir d'essence qui est là. J'avais dit que j'en profiterais pour faire un peu plus que la distribution, ça comprend le kit d'embrayage. On peut donc joyeusement retirer la boîte de vitesse. En général, on est toujours content d'avoir des pièces neuves sur sa voiture, sauf au moment de faire de la maintenance préventive, parce que clairement, le kit a juste quelques kilomètres dans les dents. Bon, l'embrayage, en fait, il est presque neuf, mais il n'y a pas de marque sur celui-là de kit d'embrayage, donc on va le garder de côté parce qu'il était bon, il n'est pas usé, mais je vais mettre celui-là, un Aisin, j'ai plus confiance, quoi. Si vous faites régulièrement ce genre d'opération sur des voitures plus conventionnelles, vous vous rendez compte à l'image que ces pièces-là appartiennent plus au domaine du modélisme que de l'automobile. Après un petit coup de propre sur la boîte, on était bon pour la remonter. Enfin, pas sans une butée d'embrayage neuve quand même.
Après avoir remis en place un filtre à huile qui tombait en face d'une vis de boîte, je peux passer à la distribution. Ça aurait été beaucoup plus pratique de le positionner sur un banc moteur, mais j'avais la flemme. Donc il a fallu se débrouiller pour qu'il soit à peu près stable. Il y avait un certain nombre de pare-chaleur à démonter, donc là il s'agissait de chauffer pour rien casser. Pour enlever le cache principal de la distribution, il faut aussi déposer le couvre-culasse, ce qui n'est pas vraiment un problème parce que de toute façon on va devoir y toucher plus tard. On révèle enfin l'état de la distribution qui a justifié tout ce travail de dépose et comme toujours, quand on a voulu être prévenant, c'était parfaitement inutile parce que tout semble neuf. Quelque chose me dit que cette courroie était pas bien vieille. Ah, c'est chiant quand on n'a pas l'historique. Dans le doute, de toute façon. On va la remplacer. On n'a même pas la satisfaction de découvrir qu'elle était mal calée et qu'il manquait 30 chevaux à la pelle. Tous les repères sont alignés. Ceci étant fait, on va revenir à l'histoire du couvre-culasse. J'avais dit qu'on y reviendrait. On va faire le jeu aux soupapes. Opération qui est restée d'actualité très longtemps chez Honda. Au final, c'est bien pratique d'avoir la voiture sur le pont, ça fait office de parasol. Donc on a nos culbuteurs ici. Sur les Honda, c'est facile, il y a toujours des ajustements à vis ici. Donc à l'échappement, c'est ces soupapes là, on a normalement 0,25 mm de gap à avoir. Je sais qu'à tort on croit souvent qu'un moteur qui claque pas c'est un moteur dont le jeu aux soupapes est bon, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Naturellement à l'usure on a un tassement de soupapes, ce qui veut dire que le jeu qu'on a là il va se réduire jusqu'à ce que il y ait usure excessive, baisse de performance. C'est pas parce qu'on n'entend rien qu'il n'y a pas le jeu à contrôler. J'ai fait tourner le moteur pour être à la levée minimum. Et là, la cale au niveau supérieur passe pas, c'est 0,28. En fait, le gap acceptable, c'est jusqu'à 0,27. 0,25, on est pile entre les deux. Puisque ce 3 pattes a 4 soupapes par cylindre, on a un réglage à contrôler 12 fois. Rien de franchement hors tolérance à déplorer au final. Maintenant, je vais faire à l'admission
La bonne norme c'est 0,15. Puisqu'on a sorti le moteur quasiment pour rien, on va au moins en profiter pour lui donner un coup de propre et notamment repeindre le couvre-culasse qui est bien triste. D'ailleurs, toujours dans la continuité des opérations inutiles, j'ai acheté des joints de couvre-culasse. J'aurais pu m'abstenir. Je sais pas trop quoi en penser. Très bizarre. Oui, parce que l'électrode est plutôt blanche, donc indiquant un mélange un poil pauvre, et le reste est bien noir, indiquant l'inverse. Quand une marque fabrique des pièces où la nomenclature est en anglais et en français, ça en dit long sur ce qu'ils pensent de notre niveau de maîtrise de l'anglais en France. Huile, oil. C'est assez vexant d'ailleurs quand on connaît le niveau de maîtrise des japonais en anglais. C'est pas ça. Tant qu'on est là, et avant d'envisager le remontage, je vais déposer la boîte à air et vérifier l'état du filtre à air. On pourra comme ça aussi jeter un coup d'œil au système de papillons individuels. À voir toutes ces pièces, on pourrait vraiment croire que c'est la division moto de chez Honda qui s'est occupée de la bite. Sentiment renforcé par le contour prélevé directement d'un deux roues avec une zone rouge contractuelle. Bon, si ça avait été vraiment l'œuvre de Honda Motorcycles, on aurait eu 3 petits carburateurs au lieu de l'injection multipoint, mais on a droit à un système de papillons individuel pompeusement appelé M-Trek. Ça sonne presque comme VTEC, mais ça n'a aucun rapport. La nuit commence à tomber, mais je suis quand même assez motivé pour que cette deuxième journée soit le moment de la repose. Bon là c'est tout de suite moins motivant, mais on va profiter d'une accalmie pour pouvoir continuer un peu le remontage. Histoire qu'on puisse en profiter au prochain rayon de soleil. On va voir si ça démarre. Je suis assez confiant, ça va. J'ai pas encore remonté le silencieux. On va voir si on va avoir droit à une symphonie 3 cylindres. De remonter, j'attends les soufflets de cardan. Là je suis au sommet de la perversion sur une voiture japonaise, je suis en train d'installer des vis à tête de 13 mm. Il va sûrement m'arriver des bricoles après ça.
Elle a récupéré son silencieux normalement. Il devrait être aussi discipliné qu'avant. Évidemment, la pluie ne m'a pas lâché, mais j'en ai profité pour m'occuper des cardans qui ne nécessitaient pas de rester dehors. Ouais, merci à Autoshop pour les soufflets de cardan universels qui, contrairement à ceux qu'on trouve ailleurs, ressemblent pas à du vulgaire plastique mais vraiment du caoutchouc. Avec les cardans en place, on va pouvoir remonter les trains roulants. L'idée de poser une plaque d'immatriculation sur cette voiture commence à me démanger. Mais c'est pas une raison d'oublier de remettre de l'huile dans la boîte. Le moteur aussi a droit à une vidange, puisque oui, j'avais remplacé simplement le filtre, mais il restait encore la vieille huile dedans. Le soleil est sorti et la roue de secours aussi pour donner accès au radiateur. Ça permet de contrôler leur état et notamment aussi de s'occuper du système de freinage. Pas qu'on y ait touché, mais par contre on a vidé le circuit de l'embrayage hydraulique et donc il a fallu le repurger. Et voilà une bite qui redescend des planchettes par ses propres moyens. Ah oui, les plaques temporaires sont comme la voiture, elles sont miniatures. Plus que temps d'aller faire gueuler ces 3 cylindres au régime habituellement réservé aux 2 roues. Le tout au soleil couchant parce que comme tout cabriolet qui se respecte, c'est juste insupportable en pleine journée d'été. Qui manque des chevaux quand même. Et là elle coupe la barre régime, elle tourne vraiment bien, mais dans les tours elle devrait vraiment être un peu plus volontaire que ça quoi. C'est bizarre finalement, après la limousine, la Volga et ces choses là, cette voiture là paraît presque conventionnelle maintenant. Pourtant c'est quand même une curiosité. Et cette curiosité, j'ai continué à la rôder pendant pas mal de kilomètres après ce que vous avez vu durant cet épisode, sans rencontrer de gros problèmes, mais il restait encore pas mal de mises au point à faire et
Des découvertes bonnes et mauvaises à faire, notamment sur la carrosserie, parce que vous vous rappelez ce qui s'était passé avec la Cappuccino? Sinon, je vous invite à regarder les épisodes en question, ça vaut quand même le détour. C'est la sœur spirituelle de cette voiture. L'objectif, c'est bien qu'à la fin, on puisse les mettre l'une en face de l'autre dans un état de présentation et de fonctionnement quasi parfait. Mais pour ça, il va falloir encore trimer un peu, donc je vous dis à la prochaine, probablement avec celle-ci. Ciao!